Bien, bonsoir à tous. On s'est déjà vu ce matin puisque j'étais déjà à l'œuvre. Donc, on m'a demandé d'assurer la conférence plénière. Et pour faire cette conférence, j'ai choisi un titre qui est venu dans un premier temps et qui est peut-être pas très clair pour certains, mais qui est les marqueurs de discours en psychologie sociale. En réalité, l'idée qui m'est venue était de présenter une lecture diachronique des marqueurs de discours, partant d'un premier ouvrage de 1979. Donc, l'idée m'est venue de traiter des marqueurs de discours en psychologie sociale. Et en essayant d'aborder cette lecture un peu diachronique des marqueurs de discours en psychologie sociale, j'ai fait une petite remontée dans le temps et j'ai essayé de voir comment finalement la psychologie sociale s'était emparée de la question des marqueurs de discours et comment, alors là c'est peut-être un petit peu plus d'actualité, comment est-ce que ces marqueurs étaient traités ou étaient abordés en 2024 ? Et il se trouve que je suis tombée sur un article qui a été rédigé par Jean-Claude Anscombre, qu'une grande partie du public connaît ici, puisqu'il a publié avec Ducrot qui nous a quittés au mois de juin, et cet article, justement, interroger la question des marqueurs de discours. Et je me suis dit que voilà, c'était peut-être une opportunité qui se présentait pour essayer de porter un regard un peu diachronique sur les marqueurs du discours, mais aussi interroger leur utilité, interroger leur usage, interroger leur pertinence en psychologie sociale. Donc, la première partie va porter principalement sur les marqueurs du discours en linguistique, puisque c'est au départ dans cette discipline que les marqueurs de discours ont été étudiés. Mais en fait, je me suis aperçue que ces marqueurs de discours qui ont été étudiés en linguistique ont également été étudiés par des psychologues et des psychologues sociaux, donc psychologues cognitivistes, Scherrer en particulier, Gilles aussi, qui a étudié les marqueurs du discours, et je me suis retrouvée avec cet ouvrage qui a été tout simplement évalué par Scherzer, qui nous dit, voilà, le terme de marqueur a été adopté par les éditeurs et les contributeurs de l'ouvrage pour catégoriser et regrouper donc des études sur les indices, et alors là c'est peut-être ce qui va nous intéresser et voir de quelle manière cela a évolué, les indices extralinguistiques, paralinguistiques et linguistiques qui différencient, ce qui pour nous est relativement familier, diverses catégories ou caractéristiques biologiques, sociales ou psychologiques des locuteurs qui sont importantes, réelles ou potentielles, pour l'organisation sociale de l'interaction. En gros, cette première approche des marqueurs du discours est, comme vous pouvez le voir à travers cette présentation, relativement large, elle se veut exhaustive, et les marqueurs renvoient à une grande diversité d'indices, soit qu'ils se rapportent à ce qui est énoncé, soit qu'ils se rapportent, bien évidemment, aux énonciateurs, aux locuteurs potentiels et ou à la situation de communication. Et à propos de ces marqueurs, donc il y a ce qui relève, et ça nous ouvre vraiment des champs extrêmement diversifiés, ce qui relève de la phonologie, ce qui relève du lexique, des caractéristiques grammaticales, des styles d'énonciation, des caractéristiques du discours, des types de discours et du langage individuel. Donc nous avons une grande diversité de marqueurs, bien sûr, qui ont différentes fonctions, ou en tout cas, ces marqueurs sont considérés comme ayant différentes fonctions dans la mesure
dans la mesure où elle donne des informations au sujet des catégories sociales telles que l'âge, le genre et l'appartenance ethnique, qui sont des caractéristiques qu'on utilise en psychologie sociale, ou alors des catégories dites socio-psychologiques telles que l'attitude et l'état psychologique. Ensuite, on a la relation entre le locuteur et le destinataire. Et ensuite, on a le cadre de l'interaction. Autrement dit, l'ensemble de ces marqueurs sont des marqueurs qui renvoient à ce que l'on appelle la situation de communication dans un sens relativement large, qui inclut à la fois des informations situationnelles ici et maintenant et des informations qui concernent les caractéristiques intra-individuelles, donc je le dis en d'autres termes, des caractéristiques intra-individuelles, mais qui deviennent bien sûr des caractéristiques inter-individuelles dès lors que l'interaction commence. Alors voilà comment, dans un premier temps, bien sûr, les auteurs de ce premier ouvrage se sont appropriés la notion de marqueur. Alors, on s'aperçoit que, au-delà de la diversité des marqueurs, c'est aussi une première approche, parce qu'il y a, parmi les auteurs qui ont écrit, des psychologues, des ethnologues, des ethnographes, bref, il y a tous les chercheurs qui, dans un premier temps, s'étaient intéressés au discours, et au discours dans un sens très large. Il n'y avait pas toutes les avancées qu'il y a eu ultérieurement et qui ont permis de préciser, ou pas d'ailleurs, ce que l'on doit entendre par discours. Et c'est en partant de cette première lecture que je me suis aussi très intéressée à la question fondamentale qui va être est-ce que les marqueurs de discours sont une catégorie linguistique? Donc, la question des marqueurs tels qu'on avait pu la voir avec Scherrer et Gilles, se transforme un petit peu, évolue, en tout cas en 2024, c'est la question posée, c'est est-ce que c'est une catégorie linguistique? Alors, la question que pose Anscombre, c'est surtout, est-ce que finalement c'est une catégorie linguistique au même titre que les catégories nominales ou les catégories verbales sont des catégories linguistiques? Et le développement qui est proposé par Anscombre est assez intéressant parce que, dans un premier temps, il nous renvoie aux origines. Il nous dit, dans un premier temps, voilà, en fait, la notion de marqueur linguistique, ce n'est pas une notion, je vais dire, francophone, mais c'est une notion anglo-saxonne. Alors, cette notion anglo-saxonne, évidemment, se doit d'être précisée. Et, en réalité, les catégories linguistiques se sont définies, en fait, comme une composante pragmatique, et ceci par opposition, donc, à ce que la syntaxe et la grammaire pouvaient nous dire. Et Anscombre nous dit, finalement, en étudiant les marqueurs linguistiques, nous sommes arrivés à un changement de paradigme. C'est-à-dire que nous sommes passés, finalement, de ce qui relevait du syntactico-sémantique au sémantico-pragmatique. C'est la lecture d'un linguiste. Et après, il nous dit, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on étudie, nous dit-il, des mots vides ou des mots qui sont ignorés des grammaires traditionnelles. Des mots vides, un mot vide, c'est un mot qui n'a pas de sens ou qui pourrait ne pas avoir de sens. Et justement, ce que nous dit Anscombre dit, ces mots vides, on les a étudiés, largement étudiés. Alors, je vous donne juste quelques indications. Il y a un ensemble de travaux qui ont été réalisés par Ducrot, sur le mais en particulier, avec la question de savoir si le mais c'était un mais d'opposition ou un mais de concession. Qu'est-ce qu'on fait des deux propositions qui sont reliées par un mais? Ensuite, nous avons tous les travaux d'Anscombre sur le pourtant et pour autant.
Ensuite, nous avons les travaux de Ducrot sur le décidément, le d'ailleurs et enfin. Et donc, finalement, ces mots vides ont largement été étudiés par les linguistes et ces mots vides ont également été étudiés par un ensemble de chercheurs, donc ce que l'on appelait l'école de Genève, qui a travaillé avec Roulet et qui se sont intéressés justement à ces mots vides en tant qu'ils permettaient de structurer la conversation. Et là, nous avons les travaux de Gulich et surtout tous les travaux qui ont été réalisés par Roulet. Alors, ce qui est intéressant avec ces auteurs, c'est précisément l'apport et l'insertion de ces mots vides dans l'analyse de conversation, y compris de conversations authentiques, surtout de conversations authentiques. Ils n'ont pas étudié des conversations produites pour des besoins d'expérience. Et donc, ils ont proposé l'analyse de ces mots vides pour identifier des fonctions illocutoires qui sont des fonctions qui permettent de relier les constituants d'un échange. Donc, les mots vides, finalement, serviraient à relier des constituants d'un échange. Et nous avons également les fonctions interactives, qui sont les fonctions que l'on peut identifier tout simplement avec un mot vide, mais à l'intérieur d'une intervention, c'est-à-dire d'une simple prise de parole d'un locuteur. Alors, c'est curieux parce que finalement, ces mots qui pouvaient être considérés comme des mots vides deviennent finalement des mots qui vont structurer la conversation et permettre, bien sûr, de voir comment se fait l'évolution de la conversation. Et précisément, dans ces mots vides, il y a un ensemble de connecteurs identifiés par les chercheurs de l'école de Genève. Donc, ces connecteurs, c'est les connecteurs argumentatifs, les connecteurs consécutifs, contre-argumentatifs et les connecteurs réévaluatifs. Donc, en fait, ces différents connecteurs, à quoi correspondent-ils? Eh bien, il s'agit, j'ai repris la catégorisation de Meuchler, il s'agit tout simplement de conjonctions, de locutions, d'adverbes qui n'ont pas de signification référentielle. Donc, en fait, on passe de mots vides à des locutions, des conjonctions, des adverbes sans signification référentielle. Et pourtant, on les étudie tout de même. Alors, j'ai donné un petit exemple, qui est un exemple qui permet de montrer de quelle manière, finalement, avec le modèle des chercheurs de Genève, on peut identifier le parce-que qui est un connecteur qui permet tout simplement de donner une justification à un argument qui a été avancé. Et on a également ces petits oui-ben qui ont largement été étudiés aussi par les chercheurs de l'école de Genève, qui permettent tout simplement de rendre compte de la pertinence du dialogue et d'établir un lien entre ce qui a été dit par un interlocuteur et ce qui a été dit par un autre interlocuteur. D'où, bien sûr, si on regarde les marqueurs linguistiques, ces marqueurs linguistiques, on s'aperçoit que finalement, ils sont peut-être vides parce qu'ils n'ont pas de référent, mais en réalité, ils ont des fonctions bien particulières. Et l'analyse donc d'Anscombre consiste à dire ces mots vides, en tout cas pour le linguiste, mais ces mots qui ont de la place ou jouent un rôle en tout cas dans les échanges conversationnels, eh bien ces mots, ils n'ont pas été étudiés de manière systématique, de façon à ce que l'on puisse leur donner une définition opératoire. En fait, en gros, il nous dit ces mots sont restés des mots vides. Et il nous dit, en plus, il y a dans l'esprit de beaucoup de chercheurs une confusion entre l'idée de catégorie formelle et de catégorie fonctionnelle. Et vous allez voir que, voilà, pour
indiquer qu'il n'y a pas eu d'études systématiques, il nous rappelle tout simplement qu'il y a, dans la lecture que l'on peut faire de ces marqueurs, une hétérogénéité, tant morphologique que grammaticale. Vous voyez, on peut mettre des connecteurs, on peut mettre des locutions, on peut mettre des adverbes. Donc, c'est déjà un point qui pourrait être un point en faveur de l'absence de catégorisation ou de définition systématique. Et voilà, la diversité. Et il nous dit, finalement, cette absence de définition que l'on pourrait donner se trouve la confusion entre catégorie formelle et catégorie fonctionnelle. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. La catégorie formelle, elle, émanerait en tout cas du lexique ou de la grammaire, alors que la catégorie fonctionnelle serait davantage basée sur des propriétés sémantiques ou pragmatiques, c'est-à-dire que la catégorie fonctionnelle, elle, serait davantage en accord finalement avec les études qui se rapportent à l'usage que l'on fait précisément dans les interactions de ces différents connecteurs. Et, là il y a un petit... Donc, partant de cette analyse, que nous reste-t-il finalement de ce que voulait faire Anscombe au départ? Eh bien, le résultat, je n'ai pas voulu écrire résultat, mais en fait, c'est le résultat de son analyse, c'est qu'il n'y a pas de catégorie marqueur discursif, au sens où il pourrait y avoir une catégorie de verbes, au sens où il pourrait y avoir des catégories nominales, mais nous dit Anscombe, dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel de l'usage d'une langue, il est tout à fait possible d'identifier un ensemble d'expressions, les fameux mots vides que j'évoquais tout à l'heure, et considérer que ces mots vides peuvent assumer différentes fonctions. Donc là, on est, si vous vous souvenez de la diapo précédente, sur la dimension fonctionnelle, finalement, de ces mots vides, dimension fonctionnelle, qui permet de rendre compte de l'organisation du discours, qui permettrait aussi de rendre compte deux rôles discursifs, l'expression d'une attitude, ou qui aurait une fonction un peu métalinguistique, c'est-à-dire qui finalement interviendrait chaque fois que le locuteur parle de ce qu'il parle. C'est-à-dire, je m'explique, ce serait la fonction métalinguistique. Donc, arrivé en 2024, parti de 1979, on arrive à un constat d'un linguiste, Anscombe, qui est de dire, finalement, les marqueurs de discours sont des mots vides, mais en fait des mots qui sont utilisés dans le langage courant et auxquels on peut attribuer des fonctionnalités qui ont un rôle ou des rôles discursifs qui peuvent nous aider à exprimer une attitude ou qui ont une fonction métalinguistique. Alors voilà pour la lecture initiale que j'avais envie de faire, en tout cas, cette première revue un peu diachronique. La deuxième lecture, elle est quand même relativement proche de certaines communications qui ont été faites et évidemment, elle est un petit peu plus proche de la psychologie. Donc, si je reprends un peu la manière dont les marqueurs de discours ont été utilisés en psychologie, je vais peut-être commencer par rappeler les premiers travaux qui ont été faits, qui sont des travaux auxquels nous nous référons pratiquement tous. Donc, les premiers travaux de Semine et Fiedler dans le champ de la psychologie cognitive un peu linguistique, où nous avons une classification à 4 niveaux. Et ce matin, Annette Burguet a rappelé précisément les travaux de Semine et Fiedler, d'ailleurs comme elle a rappelé ceux qui viendront sur la diapo suivante.
Donc, la description à 4 niveaux avec les verbes descriptifs d'action, les verbes interprétatifs d'action, les verbes d'état et les adjectifs. Donc ça, c'est, pourrait-on dire, l'insertion des marqueurs de discours un peu dans une psychologie et dans la sociale qui commence dès 1988, pourrait-on dire, et qui s'est poursuivie, bien sûr. Alors ça, je donne juste quelques... Ah, il y a un petit bug. Donc l'exemple, c'était juste un tableau, hein, donc il y a un petit bug sur la diapo. Je suis vraiment désolée, je poursuis. Donc la suite, c'est le LIB, n'est-ce pas? Il a été abordé ce matin, donc le biais linguistique intergroupe, qui a été largement développé par Maas et ses collaborateurs, qui consiste tout simplement à établir, dans la mesure du possible, un lien entre langage et stéréotype, et qui traduit également un mode d'expression des relations entre les groupes. Je ne vais pas rappeler ce qui a été dit ce matin, qui a été présenté dans la communication d'Annette Burguet, où on sait un peu comment fonctionne ce LIB. Et surtout, ce qui est important, c'est le lien qui est fait de manière objective et très explicite entre certains marqueurs, qui sont des verbes ou des adjectifs, en tout cas, et leur traduction stéréotypique, finalement. Et c'est ça qui est intéressant pour la psychologie sociale, c'est le premier lien que l'on peut faire, finalement, entre des marqueurs facilement identifiables et l'usage psychosocial. Mais en réalité, là, j'ai envie de dire, on n'est qu'au début de l'introduction des marqueurs dans le champ de la psychologie et de la psychologie sociale. Et on pourrait s'interroger maintenant sur la spécificité des marqueurs ou la spécificité de l'usage des marqueurs en psychologie sociale. Alors, que peut-on dire à ce sujet-là? La première chose, c'est rappeler les origines précisément de ces marqueurs. Alors, vous reconnaissez le premier ouvrage qui nous a initiés, alors je vais le dire de manière un peu différente, mais le premier ouvrage qui nous a initiés à l'étude de ces marqueurs dans le champ de la psychologie sociale, c'est précisément l'analyse propositionnelle du discours et l'ouvrage qui a été le premier ouvrage de Guiglione, Matalon et Bacri. Alors, si on regarde ce que veut nous dire finalement ce premier ouvrage, moi j'ai trouvé la manière de le présenter de Bardin assez intéressante. Elle nous dit, voilà, l'analyse propositionnelle demeure une analyse de contenu à visée inférentielle, donc on y cherche certes des modèles argumentatifs, mais on travaille sur la signification des énoncés. L'objectif de l'analyse propositionnelle du discours étant d'identifier des univers de référence des acteurs sociaux et, autrement dit, comment et au travers de quelle structure argumentative s'expriment les enjeux et les actions des acteurs. Bien, là, nous savons, en tout cas la lecture que fait Bardin, que l'analyse propositionnelle du discours, c'est précisément un type d'analyse de contenu qui va nous permettre, à travers l'identification d'un certain nombre de marqueurs, d'identifier les enjeux de la communication pour les acteurs et bien évidemment les actions des acteurs. Et je vais aller un petit peu plus loin, je vais dire aussi les attitudes des acteurs qui se développent par certains éléments, certains marqueurs du contenu. Et donc, nous sommes en 1985 et nous sommes au début de l'analyse propositionnelle du discours. Alors,
quels indicateurs utilise-t-on quand on fait de l'analyse propositionnelle du discours? C'est précisément la question qui est posée, ou en tout cas la question que posait Giglione, que voulait poser Giglione, en se disant, mais finalement, quels sont les marqueurs qui vont être les plus pertinents pour l'analyse propositionnelle du discours, et surtout, ce que l'on va vouloir, avec ces marqueurs, montrer du discours, sachant qu'il avait exclu tout de même de son approche l'idée que le discours n'était pas, le sens du discours pour lui n'était pas celui que pouvait donner Althusser, par exemple, au discours, n'était pas celui de Foucault, et n'était pas non plus le discours comme pouvaient l'aborder les sociolinguistes, c'est-à-dire un discours idéologique, le discours appartenant à un parti politique, par exemple, le discours d'un tel ou le discours d'un autre. On n'est pas dans cette approche-là du discours. Alors, j'ai repris le tableau de l'analyse propositionnelle du discours. Je suis revenue... Alors, voilà, j'ai mis analyse manuelle parce que le tableau de l'analyse du discours, on a tous appris à faire ça à un moment ou à un autre. On a fait des analyses propositionnelles du discours, mais vraiment, c'était des analyses propositionnelles où, ici, on mettait le locuteur, ensuite le numéro d'ordre de la proposition, et ensuite, on essayait de repérer dans les propositions un ensemble de marqueurs, sachant que l'unité de base pour l'analyse propositionnelle du discours, l'unité de base, c'est la proposition. Donc, en fait, la proposition, dans un sens le plus élémentaire, sujet, verbe, complément. Et donc, dans ces propositions, on pouvait identifier les référents noyaux. Ensuite, on mettait la proposition délinéarisée, finalement. Ici, on mettait les différentes modalisations. Ici, la catégorie verbale. Et là, on mettait précisément le modèle argumentatif que l'on pouvait faire émerger au regard des différents marqueurs, précisément, que l'on avait bien identifiés dans les propositions. Ce qui, au final, pouvait être très intéressant quand on s'intéressait à... Parce qu'au départ, c'était quand même ces types de discours qui étaient étudiés, quand on s'intéressait à des contenus d'entretien. C'est-à-dire qu'on faisait une analyse d'un entretien, on décomposait les propositions, on identifiait les référents noyaux, les types de verbes, et à la fin, on était en mesure d'identifier les modèles argumentatifs, mais aussi de les quantifier et de pouvoir dire, voilà, l'univers de référence de telle personne s'organise autour de tel modèle argumentatif, mais après on pouvait décliner en disant, voilà, il y a plutôt des verbes statifs, plutôt des modalisations de type assertive, il y a davantage de je que de il ou de tu. Bref, il était tout à fait possible d'identifier quels étaient les marqueurs. Alors, ceci m'amène à dire que finalement, depuis les mots vides que nous avons vus avec Anscombre, jusqu'à ce que nous avons pu faire avec l'analyse propositionnelle du discours, il y a une idée de marqueur qui a évolué. Finalement, ici, avec l'analyse propositionnelle du discours, on n'a pas que des marqueurs vides, comme Giglione les appelait, mais on a également des marqueurs de différentes natures, puisque dans les marqueurs, on a les référents noyaux qui comportent des noms, des pronoms, des substantifs, on a différentes catégories de verbes, on a des modalisations différentes, ce qui, précisément, nous amène à
diversifier, en tout cas, la notion de marqueur et l'aborder dans une perspective bien différente de celle des linguistes. Maintenant, si je me décentre de l'analyse manuelle et si je me centre sur l'analyse avec Tropsch, qu'est-ce que je vais voir? Eh bien, j'ai présenté juste quelques petites illustrations d'un corpus que j'ai travaillé, mais vraiment, c'est pour l'exemple. Hein. Mais si je fais mon analyse avec Tropsch, qu'est-ce que je vais voir? Eh bien, je vais voir que j'ai une diversité de marqueurs. J'ai je, tu, il, nous, vous et on. Je peux voir aussi que j'ai une grande diversité de modalisation. Je peux voir, que j'ai une grande diversité de verbes et je peux voir que j'ai une grande diversité d'adjectifs. Donc, en gros, si je reprends les usages que l'on peut faire ou que la psychologie sociale a pu faire des différents marqueurs, eh bien, je m'aperçois tout simplement que la notion de marqueur telle qu'elle a pu être conçue par les linguistes comme non-catégorie finalement ou mot vide, eh bien, devient pour nous non pas une catégorie, mais devient pour nous un ensemble d'indicateurs qui sont très utiles pour nous permettre de rendre compte de la cohérence des discours, du contenu des discours et bien sûr des enjeux du discours. Alors, maintenant, bien sûr, la question va être quelles sont les fonctions de ces marqueurs. Fonction de ces marqueurs, en tout cas de tous les marqueurs que nous avons pu voir en psychologie sociale et avec l'analyse propositionnelle du discours, telle qu'elle a été présentée. Quelle est la fonction de ces marqueurs ou quelles sont les fonctions de ces marqueurs? Là aussi, il me semble que pour identifier quelle est la fonction des marqueurs, je peux me référer aux programmes cognitivo-discursifs qui ont été proposés par Giglione en 1988. Et ces programmes cognitivo-discursifs sont déterminés par les enjeux de la situation communicative et par les attitudes du locuteur vis-à-vis des objets en jeu. Et ils conduisent à la mise en scène de mondes spécifiques. Et on pourrait dire que la fonction de ces marqueurs va être précisément de nous aider à rendre compte de ces différents mondes. Alors, ces mondes sont organisés à partir de différentes traces. Les premières, pourrait-on dire, concernent des réalités à affirmer. Réalités à affirmer où on a un univers unique à défendre et c'est le seul monde réel. Ensuite, on a des réalités à construire avec une tentative de construction d'un univers qui est énoncé comme étant unique. Et ensuite, on a des réalités à comparer. Et ces réalités à comparer renvoient à un univers possible qui pourrait être inséré dans un ensemble d'univers qui peuvent être alternatifs et qui peuvent coexister. Ça, c'est globalement la manière dont les programmes ont été identifiés. Simplement, si je regarde la manière dont Giglione, dans un premier temps, avait identifié, il ne parlait pas de marqueurs, il parlait de traces, mais comment ces traces langagières pouvaient être des indicateurs de type d'attitude? Eh bien, on se rend compte tout simplement que nous avons des déterminants définis,
nous avons des déterminants indéfinis, nous avons nos 3 types de verbes. On aurait peut-être pu ajouter, parce que maintenant ça en fait partie, les performatifs. Nous avons le mode du verbe qui est très important, évidemment, suivant le monde dans lequel on va se situer. Mode indicatif, conditionnel, puis les autres modes. Ensuite, nous avons les modalisations. On les a trouvées et dans Trope et dans l'analyse propositionnelle du discours manuel, les modalités et les joncteurs, que l'on appelle aussi des connecteurs. Donc voilà le premier tableau qui était présenté par Giglione pour identifier, pour établir le lien entre type d'attitude et traces langagières. Ensuite, qu'est-ce que l'on a eu? Eh bien, on a eu la manière dont les travaux qui ont été réalisés par Giglione se sont développés. Et là, j'emprunte une diapo à Edith Sales-Villemin qui a essayé de synthétiser la manière dont l'analyse des traces langagières et des indicateurs langagiers ici s'est développée depuis 2001. Alors, il est évident que on ne peut pas retracer l'intégralité des travaux et j'espère que tous les collègues qui ne sont pas cités nominativement ne nous en voudront pas, mais en tout cas, l'idée est de faire apparaître que depuis Paris jusqu'à Nancy, en passant par Dijon ou en allant à Lyon, bref, en allant même à Nantes, puisqu'il y a les travaux de notre collègue Ndobo qui ont porté évidemment sur ces traces, jusqu'à Toulouse et à Tarbes, puisqu'il y a eu un colloque, en réalité, les traces langagières ou ce que l'on pourrait appeler les marqueurs langagiers ont été, bien après Giglione, largement développés dans un premier temps et ont donné lieu à différents colloques. Là, je me permets d'ajouter peut-être ces informations-là, les ouvrages qui ont été publiés à l'issue des différents colloques, sauf, je pense, celui de Tarbes. Oui, il n'y a pas eu de publication. Toute petite, mais voilà, il y a assez souvent, après les différents colloques qui ont eu lieu, on a eu évidemment des travaux permettant de marquer l'évolution de ces traces langagières. Et je reprends, et là j'emprunte aussi une diapositive à Edith Sales-Villemin, que je remercie beaucoup. Donc, si on regarde les développements qui ont eu lieu, bien, on a l'ensemble des opérations langagières, la mise en scène discursive, évidemment, de ces opérations langagières, et puis, voilà, les travaux qui ont été réalisés par l'ensemble des collègues qui travaillent sur ces questions-là, avec les préoccupations relatives aux référents noyaux, les préoccupations relatives aux référents noyaux qui sont en lien avec des traits sémantiques, d'autres sur les positions actentielles. Et je pourrais poursuivre avec d'autres développements qui ont été réalisés, en particulier avec les travaux sur les connecteurs et la structure du discours. Ensuite, on peut rajouter la question de validation du contrat de communication. Ensuite, on peut ajouter le rôle des verbes, bien évidemment, le libre, les traits sémantiques, et en dernier lieu, un ensemble de programmes portant sur l'intention persuasive, le style argumentatif et la prolixité discursive. Je pense que nombre d'entre vous se retrouvent dans ces différents travaux. Alors, nous savons tout de même maintenant que la question des marqueurs de discours est une question qui préoccupe la psychologie sociale. C'est une question qui a été largement développée sur la base précisément des travaux de Giglione, mais
il reste encore un certain nombre de questions à propos de ces marqueurs de discours. Et une des questions qui est apparue précisément, c'est est-ce que finalement les marqueurs de discours ne seraient pas des supports, c'est une question et peut-être ça peut être une hypothèse de recherche, de processus psychosociaux. Alors, la manière dont on pourrait, je dis bien on pourrait, ou en tout cas la manière dont une réponse pourrait être construite est partir de processus basiques ou de processus très connus de nous en psychologie sociale. Par exemple, lorsque le processus de catégorisation fonctionne, qu'est-ce que nous utilisons comme type de marqueur ? Eh bien, ce ne sont pas des marqueurs vides, ce sont des marqueurs pleins, justement pour nous, puisque la catégorisation nous permet de mettre en lien, ou en opposition, ou en relation, ou en comparaison, je pourrais dire, je pourrais utiliser différents termes, des pronoms qui rendent compte d'individus, soit d'individus isolés, soit d'individus comme membres de groupe. Et donc, notre catégorisation, elle utilise certains marqueurs, plus des énoncés que l'on va associer, bien évidemment, à ces marqueurs. Donc ça, c'est pour la catégorisation. Voilà, je vais donner juste un petit exemple. Si on regarde maintenant du côté des attributions causales, qu'est-ce que nous avons aussi comme marqueurs? Eh bien, nous avons des connecteurs ou des joncteurs parce que, par exemple, qui lie en général deux énoncés. J'ai raté l'épreuve parce que je n'avais pas suffisamment révisé. Nous savons que nous avons... alors, si je reprends les termes de l'analyse conversationnelle de Roulet, énoncé principal et proposition principale et proposition subordonnée, et tout simplement, nous avons le parce que qui fait le lien entre les deux propositions. Ensuite, si nous prenons les explications... Si nous prenons les explications ou les accounts, finalement, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, quand on traite de la concession, par exemple, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un type de marqueur qui est le pronom plus le type de verbe. Par exemple, je regrette, l'expression d'un regret rentre dans la catégorie des concessions. Ou bien, si on prend la justification, on va avoir un autre type de marqueur avec le pronom et le type de verbe. J'ai fait ce que n'importe quelle autre personne aurait fait dans la même circonstance, et on pourrait même faire une analyse un petit peu plus fine de la justification. Maintenant, si je prends par exemple la consistance et la dissonance, eh bien, je vais être obligée de remarquer que j'ai aussi comme marqueur le pronom, le type de verbe et la négation ou l'absence de négation. J'aime les romans policiers. Alors, j'aime les romans policiers, je lis beaucoup de romans policiers, évidemment, si je suis concitante, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, eh bien, j'aime les romans policiers, je ne lis pas de romans policiers. C'est juste pour illustrer le fait que nous avons toujours, dans nos marqueurs, en tout cas, le pronom, le type de verbe et la négation. Ensuite, si je prends les théories implicites de la personnalité, qu'est-ce que je vais remarquer? Eh bien, je vais avoir comme type de marqueur principalement des adjectifs, c'est-à-dire le niveau le plus abstrait. Ma nouvelle collègue est très ponctuelle, elle doit être rigoureuse. Alors, ponctuel, rigoureux, évidemment, ce sont les traits attribués à la personne. Si je prends l'expression des stéréotypes, je ne vais pas y revenir, on l'a largement développé ce matin. Il y a principalement des adjectifs, les Français sont râleurs.
Si je prends l'expression d'un préjugé, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais dire que dans mon préjugé, je vais avoir un pronom et un type de verbe. De façon générale, les râleurs sont des personnes que je déteste. Et si je prends le libre, eh bien, je vais avoir également comme type de marqueur des verbes et des adjectifs. Alors, en faisant un regard, ou en portant un regard, ou en faisant un tour assez rapide, évidemment, de quelques processus psychosociaux, qu'est-ce que l'on peut remarquer? Eh bien, on remarque que finalement, l'ensemble des traces, comme dirait Guiglione, ou des marqueurs langagiers sont partout présentes quand on traite de processus psychosociaux. Ce qui, évidemment, amène un certain nombre de questions. La première, un peu naïve, serait: est-ce que les marqueurs de discours sont pertinents en psychologie sociale? Et évidemment, si oui, en quoi? Deuxième question, à quel niveau les appréhender? Alors, à quel niveau les appréhender? C'est principalement essayer de situer la présence de l'indicateur au niveau auquel on veut situer notre analyse. Est-ce qu'on va appréhender les marqueurs de discours au niveau de production monologique, c'est-à-dire le discours qui est produit par un interviewé? Au niveau monologique, on peut appréhender les marqueurs assez facilement avec l'analyse propositionnelle de discours manuelle. Mais finalement, est-ce que si on appréhende les marqueurs de discours à ce niveau-là, est-ce que c'est pertinent? Oui, et probablement, c'est pertinent à propos d'un objet d'étude et pas d'un autre. Ensuite, est-ce que je dois les appréhender? Est-ce qu'on doit les appréhender au niveau de l'interaction interpersonnelle? Est-ce que l'on doit les appréhender au niveau des échanges, c'est-à-dire au niveau de l'interaction, que ce soit l'interaction ordinaire, l'interaction dans le quotidien, ou bien des interactions plus normées ou des interactions plus ritualisées? Est-ce que je dois les appréhender au niveau de la phrase? Dans le sens où, évidemment, une phrase peut être une suite de propositions contenant une argumentation. Ou bien, et je suis allée au niveau le plus élémentaire, est-ce que je dois les appréhender uniquement au niveau de la proposition, c'est-à-dire ce qui était l'unité élémentaire dans l'analyse propositionnelle du discours de Guiglione. Alors, il est évident qu'on ne peut pas répondre a priori à cette question, mais l'usage et l'intérêt que l'on peut avoir pour les marqueurs de discours doit nous amener à nous préoccuper du niveau auquel on se situe. Et ensuite, autre question, c'est sur quoi, finalement, sur quoi nous enseigne-t-il? C'est-à-dire, quels enseignements ou que peut-on tirer des enseignements de la présence de ces différents marqueurs? Et pour quel usage, en psychologie sociale, utiliser précisément l'étude de ces marqueurs? Et là, eh bien, j'ai trois questions qui se posent aussi. Est-ce que c'est utiliser les marqueurs uniquement pour décrire? Est-ce que c'est ce que l'on fait d'ailleurs assez souvent, hein, on regarde un peu ce qui ressort de nos analyses dans Iramutek ou d'Anthrope et on se dit, mais finalement, voilà, ça permet de décrire ce qui a été dit dans le discours ou dans notre corpus. Est-ce qu'on doit
les utiliser pour expliquer. Alors, si on les utilise pour expliquer, il est peut-être nécessaire que l'on ait des éléments théoriques de référence. Et si on peut avoir des éléments théoriques de référence pour expliquer, eh bien, vont-ils ou pourront-ils nous servir à prévoir et nous aider à mieux comprendre finalement ce qui va être dit, ce qui peut être dit, dans quel contexte et dans telle ou telle situation. Et en fait, je crois que je suis en train de terminer, mais non pas en voulant conclure, mais surtout peut-être en soulevant d'autres questions quant à l'usage des marqueurs de discours et à la façon dont eh bien, on pourrait se les approprier éventuellement pour les considérer comme des supports de processus psychosociaux. Mais à ce moment-là, évidemment, il faut repartir sur des expériences qui nous permettent de montrer précisément que ce sont de bons supports de différents processus. Ça, oui, merci. Donc, merci Marie-France, là tu grand voyage dans le passé. Je suis ravie que tu aies commencé par Guyliane Matalon-Bacri 85 parce que je reconnais que moi ça reste mon manuel. J'ai l'impression que tout ce qui a été produit par la suite, y compris autour des programmes cognitivo-discursifs, était là en quelque sorte pour adapter la méthode initiale à l'automatisation. Et on ne fait pas la même chose avec TROP qu'avec la PD manuelle. Oh, merci. Enfin bon, c'est juste un commentaire. Sinon, alors, je n'ai pas vraiment élaboré ma question parce que tu poses des questions qui ont besoin peut-être d'être un petit peu mûries par l'auditoire. C'est par rapport à cette idée de les marqueurs comme support de processus psychosociaux. Je me demande si, ou alors c'est ce que je fais moi, je ne me permettrai pas de généraliser à ce que font les autres, mais dans ce que je fais moi, j'ai l'impression que ce que je cherche, même si je m'ancre dans des théories psychosociales, ce que je cherche, ce sont vraiment des processus psychosociaux-discursifs qui ne peuvent pas se définir indépendamment justement de ces manifestations langagières. Bon, alors je peux reprendre l'exemple de l'internalité à propos de l'entretien de recrutement. J'avais évoqué un travail que j'avais fait là-dessus, où j'avais distingué le fait pour un candidat d'expliquer avec un contenu donc explicite ses conduites de façon interne et le fait de se montrer par ses comportements langagiers internes, et ce qui se voit notamment par les modèles argumentatifs, tu vois. Alors, bon, quand je fais ça, je fais quoi? Enfin, je sais pas que... Est-ce que je peux m'inscrire dans ces démarches qui utilisent les marqueurs pour travailler sur les stéréotypes, etc. Ou est-ce que je ne suis pas plus franchement dans la communication? Tu vois? Il faut que je réponde. Oh ben, non, mais comme tu veux, mais c'est peut-être c'est ce que tu en penses. Mais oui, en fait, moi, ce qui m'a toujours préoccupée, ça a été de me dire parfois, mais en fait, il y a des processus, il y a
des marqueurs, et il nous manque juste quelque chose, je ne sais quoi, et c'est la question que tu évoques va dans ce sens, il nous manque juste quelque chose pour faire le raccordement entre les deux. En fait, quand on mesure un temps de réaction à une réponse, c'est simple. Il y a une relation directe. On sait très bien qu'entre le moment où on a donné le signal et la réponse, il y a tel temps qui s'est passé. Mais nous, avec le langage, on n'arrive pas à dire de manière très explicite ce qui est interne, c'est le comportement interne. En fait, le langage, comment est-ce qu'on pourrait trouver des équivalents langagiers au comportement? Voilà, peut-être que c'est... Je ne sais pas si je réponds, mais... Mais moi, je suis absolument d'accord avec cette position. C'est vrai que la question qui nous intéresse en tant que psychologues sociaux, c'est de réinvestir ces marqueurs finalement vides de sens en plein de sens. Et le plein de sens, c'est le social. Ça, c'est déjà, je pense, une première réponse à faire. C'est-à-dire que on a donc la linguistique, la sémantique, etc., qui s'est emparée finalement du sens. Et les psychologues sociaux se sont emparés de ceux qui n'avaient pas de sens pour leur donner sens, justement à travers la scène sociale. C'est ça l'idée. Alors après, c'est vrai qu'on tâtonne. On a beaucoup réfléchi depuis l'APD. Il s'est passé beaucoup de temps. Et d'ailleurs, l'APD, au départ, c'était les référents noyaux. C'était le démarrage. Et après, petit à petit, ça s'est habillé avec les joncteurs, enfin, les connecteurs. Puis ensuite, on s'est intéressé aux verbes, aux adjectifs, etc. On a affiné les catégories. Mais au départ, c'était véritablement les référents noyaux. Donc, ce que tu dis, l'explicite, le sens explicite. Et après, on a montré comment ce sens explicite pouvait être articulé à travers ces mots justement vides de sens, mais qu'on savait être plein de sens parce que réinvesti par le social. Voilà. Alors je crois que la réponse, elle peut être à cet endroit-là. Et même plus encore, si on regarde les verbes, c'est, là tu disais, le social en lien avec ces mots vides, mais c'est aussi grâce à ces mots vides qu'on agit sur le monde, avec les performatifs, avec tous les actes de langage. Donc on peut aller encore plus loin. Voilà, encore plus loin. Donc voilà, moi je dirais que c'est ça l'avancée qu'on peut faire en termes d'analyse de mon point de vue. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'implicite. Hein. Oui, on est quand même sur des niveaux à chaque fois un peu différents. Et nous, en psychologie sociale, on a une couche supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a eu la sémantique, la pragmatique. La pragmatique nous a quand même enseigné l'idée qu'il y avait une intentionnalité, il y avait une intentionnalité dans nos dires et une intentionnalité aussi d'agir avec les actes de langage sur. Et donc les mots qu'on emploie, au-delà des référents, la mise en scène, ces mots vides, ils nous aident à rendre compte de cette intentionnalité, de ce pouvoir d'agir sur autrui. Et en psychologie sociale, mais agir pourquoi ? Et dans un contexte particulier, avec des enjeux, etc., etc. Mais du coup, on se pose toujours la question de savoir, on met en scène pour une intention particulière qui va renvoyer à certaines valeurs que j'ai et que je veux renvoyer à autrui, et des valeurs qui sont plus ou moins normées dans des contextes particuliers, avec des contrats, etc. Enfin, ça, on baigne là-dedans, voilà. Et donc, c'est tout un sens. Et je pense juste qu'on est d'accord, mais la causalité interne-externe, pour moi, cette catégorisation de mots, peut renvoyer à des valeurs, moi, j'appellerais pas ça d'internalité, mais par exemple d'assertivité,
cette manière de vouloir affirmer, se montrer ou dominant pour certains, ou dans la relation à l'autre, peut être servi par le type de mots et référents, mais aussi de mise en scène qu'on va mettre, que ce soit les gestes que je suis en train de faire, les gestes ou d'autres indicateurs, que ce soit le libre ou d'autres, ou les implicites, tout ça doit être cohérent avec une sorte d'intention et aussi de valeurs que je veux transmettre à travers ma présentation et mon matériel discursif. Je l'attrape au passage, puisque je l'ai. Merci pour cette présentation, parce que c'est vrai qu'il y a un petit retour dans le passé qui n'est pas désagréable, ma foi. Moi, j'avais oublié Tarbes, c'est dire. Voilà. Non, alors, c'était juste une remarque, une réflexion là, qui me vient. Quand on parle d'indicateurs, je me dis, et peut-être par rapport à la question, qu'est-ce qu'on en tire de ces marqueurs en psychologie ? Moi, c'est vrai que je suis toujours tiraillée entre ces indicateurs, je les utilise en variable dépendante ou je les utilise en variable indépendante. Et peut-être que pour la psychologie sociale, contrairement peut-être à la linguistique ou les sciences de l'infocom, encore que je connais pas tous les travaux, mais en psychologie sociale, ces indicateurs qu'on retrouve dans le discours, qu'on analyse en production, c'est pas mal aussi quand on peut après les retourner dans nos expés pour voir, peut-être répondre à la question. Une fois qu'on a décrit, on va essayer de prévoir ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je sais pas, peut-être que je parle pour moi, mais j'ai l'impression que c'est pas toujours facile en variable indépendante, c'est-à-dire de voir comment ces indicateurs. Bon, on a une intuition, on dit tiens, les gens vont plutôt parler de schizophrènes quand ils sont stigmatisants par ailleurs. Mais est-ce que quand je les mets face à des discours qui parlent de schizophrènes plutôt que personnes qui souffrent, est-ce que ça produit aussi l'effet que j'attends ? Et voilà. Et je trouve que le langage nous permet cette gymnastique en psychologie sociale avec ces deux côtés. Manger demain. Oui, juste pour répondre à cette dernière question, en fait, c'est un peu le travail qu'on a initié avec Edith il y a quelques années. Pris par d'autres choses, on n'a pas continué, mais il y a quelques années, on avait lancé une série d'études sur dissonance et engagement, ce qu'on connaît en psychologie sociale, et on avait recueilli les discours internes, c'est-à-dire ce qu'on fait jamais, c'est-à-dire qu'on avait demandé aux participants de nos expériences de marquer sur une feuille ce qu'ils pensaient pendant l'expérimentation, voilà, indépendamment des mesures qu'on collectait, d'attitudes, etc. Et on a traité avec Tropp ces discours, et on a montré que quelle que soit la technique, c'est-à-dire que souvent on oppose escalade d'engagement ou technique d'engagement à dissonance, quelle que soit la technique, les participants qui changeaient d'attitude dans le sens souhaité, là en l'occurrence il s'agissait de leur faire changer d'attitude vis-à-vis des insectes comme nourriture, voilà. Développer des formes de pensée qui étaient basées sur des comparaisons. C'est comme si les insectes, c'est comme les abats, c'est comme telle nourriture que je ne pensais pas manger au départ. Et cette forme de pensée, on l'a repérée grâce à l'analyse des traceurs des discours internes, et on a pu là, du coup apporter quelque chose au niveau de l'explication des processus de changement, puisqu'il y avait cette idée de changement implicite de l'attitude par association. Voilà, l'idée, c'est que l'attitude se construisait par association de l'objet à un nouvel objet autre. Et là, du coup, l'analyse des discours nous permettait d'apporter du poids à cette hypothèse qui était assez minoritaire dans la littérature sur la dissonance et l'engagement, notamment parce que ça permet de réunir les deux courants théoriques. Donc je pense que, alors c'est une étude, mais je pense qu'effectivement il y a moyen, alors après c'était les fameux discours internes des participants, mais je pense qu'il y a moyen peut-être avec des méthodologies
appropriée, où on amène les gens à discuter, c'est toujours adressé cette histoire-là, mais à discuter de ce qu'ils pensent en live au cours de nos expérimentations ou de la mise en œuvre de nos dispositifs psychosociaux, d'aller jusqu'à répondre à ta question, c'est-à-dire d'utiliser ces marqueurs comme analyse des processus psychosociaux. C'est juste un témoignage. Eh bien, c'est exactement... C'est ce que tu fais aussi. Bon, bah... Mais en fait, j'avais pas trop envie d'orienter finalement, de terminer en disant voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Mais oui, il me semble que c'est peut-être vers ça qu'on doit s'orienter pour mieux mettre et donc répondre aussi à la question, mieux mettre en lien les processus psychosociaux et leur pendant langagier, j'ai envie de dire, ou l'inverse plutôt. Les traces qui traduisent des processus psychosociaux. Et c'est vrai que votre exemple et votre expérience est très bien. Mais il faut trouver précisément... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on ait une théorie de référence finalement derrière. Et il faut qu'on ait déjà un thème sur lequel on travaille où on sait que, voilà, on va peut-être faire de la comparaison sociale. De la comparaison homme-animal, ou je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Mais c'est vrai. Merci. Par rapport au débat, j'aurais aimé aussi qu'on aille aussi un cran plus loin. C'est vrai que ce qu'on est en train de dire est tout à fait juste, donc avec la question qui est liée avec les indicateurs langagiers et finalement en quoi ils permettent de montrer justement cette pensée sociale. C'est aussi de montrer que le langage est en soi un indicateur de cette pensée. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est que ça, souvent, c'est une opposition qui est faite aux personnes qui travaillent sur du langage, que finalement, ce qu'elles mesurent n'est pas forcément un processus qu'il y a derrière, mais bien, finalement, une langue qui échapperait, en quelque sorte, à ces processus, qui aurait sa logique, qui serait propre. Et c'est vrai qu'on a souvent obligation, en quelque sorte, d'expliquer que c'est bien un indicateur d'une pensée sociale. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire, pédagogique en quelque sorte, pour montrer que non seulement c'est une pensée sociale, mais c'est aussi une manière d'attraper cette pensée sociale, qu'elle soit dite explicitement ou plus implicitement, ou de manière encore plus indirecte. Voilà. Oui, alors, oui mais là, on part d'un postulat. Hein. Oui, tout à fait, puisqu'encore on en est à... Voilà, et on l'assume aussi, parce que c'est pas ce qui est communément partagé par, par la communauté. Oui, voilà, on a un travail pédagogique à faire autour de ça, parce que effectivement, c'est encore des choses qui sont dites qui amènent des oppositions, voilà, des oppositions assez fortes. Alors qu'en fait, quand on travaille sur des échelles, quand on travaille sur... On n'a pas plus de certitude que ce qui est coté dans l'échelle correspond à ce que l'individu a en tête. Exactement. Exactement. Mais les chiffres, ça rassure. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Enfin, c'est vraiment très intéressant d'avoir ce retour historique, surtout quand on ne connaît pas du tout cette histoire-là, en l'occurrence. Alors, je souhaitais faire un commentaire en fait par rapport à tout ce qui a pu être évoqué actuellement, notamment beaucoup concernant la notion du sens qui est revenue plusieurs fois. Beaucoup de personnes ici pourraient parler de l'évolution sociale. On entend beaucoup parler de la notion de perte de sens qui revient fréquemment. Personnellement, je souhaitais évoquer ça peut-être plutôt dans la suite des travaux de Goldjack qui parlait justement du langage de l'insignifiance dans son ouvrage de 2005. Dans le sens où peut-être que quelque chose qu'on a tendance à peut-être sous-estimer, je pense, en tant qu'universitaire,
Ça peut être la tendance à, dans le monde social, voir des concepts justement qui vont être utilisés de manière à effacer leur sens ou enfin faire perdre leur sens en quelque sorte. Je pense en particulier au concept de liberté qui me semble être le meilleur symbole de celui-ci, qui va se retrouver justement de plus en plus associé à des notions qui semblent antinomiques, en particulier le concept de sécurité. Et quand on va travailler, enfin, l'impression que j'ai quand on travaille sur le langage, justement, c'est d'essayer de garder ce lien avec... Excusez-moi, j'ai perdu la fin de ma formulation, mais globalement, de garder l'idée que les individus ont souvent une construction des concepts qui sont associés, qui peuvent souvent amener à une utilisation de ces concepts de manière à évoquer tout un tas de choses auxquelles les chercheurs en fait n'ont pas nécessairement pensé lorsqu'on va construire effectivement nos échelles, construire nos outils. Typiquement, j'ai pu avoir des entretiens et lire du contenu en particulier qui provient de l'extrême droite, sur laquelle je travaille le plus, et qui vont avoir justement cette tendance à, pour eux, la liberté, c'est pas tant la question de liberté dont on va souvent parler, mais c'est vraiment une perception de la liberté, oui, mais par le prisme de la sécurité. Et c'est des associations conceptuelles à côté desquelles je trouve qu'on a tendance à passer. Donc, vous nous invitez à travailler sur... Personnellement, je trouve que c'est très intéressant, effectivement, et c'est un des sujets de recherche sur lesquels j'essaye justement d'aller. Et je ne pense pas que ce soit tant une approche du travail sur le fond du langage, mais de se questionner sur qu'est-ce qui fait justement que, en quelque sorte, on ne maîtrise pas l'évolution des concepts au fil du temps. En particulier, on a pu en discuter ce midi, le fait que le terme de libéralisme, si on le situe en fonction des sociétés, en particulier anglo-saxonnes, on y verra une définition très différente si on le situe dans le temps. Même en France, si on remonte à dans les années 40, 60, les auteurs n'avaient pas du tout le même concept derrière. Bref, on n'a aucune maîtrise sur cette évolution des définitions. Et pourtant, on fait une recherche qui se fige très facilement sur une définition d'un concept, je trouve. Vous voulez parler des marqueurs? Alors, je ne saurais pas dire, je ne connaissais pas donc ce terme de marqueur langagier avant votre présentation, en l'occurrence. C'est vraiment sur la question du sens que je souhaitais en parler. L'idée de l'attitude que peuvent avoir les personnes. En mettant en face dans son discours des co-occurrences liberté avec d'autres types de mots, ça peut donner sens sur la pensée et du coup l'attitude des gens selon leur propre... voilà. Non, moi, j'en ai pas d'autres particulièrement. Je trouve que ta présentation était très intéressante et ça m'a interrogée aussi sur, pour rebondir peut-être sur des questions un peu actuelles, sur la question, tu l'as évoqué rapidement, mais sur l'automatisation, et tu n'as pas été la seule à le dire d'ailleurs, de ces traitements de données, puisque c'est vrai qu'on est à l'époque, moi je me souviens aussi coder à la main. On codait 1 entretien, 2 entretiens, 3 entretiens. On était content quand on avait fait 10, 15, 20. Aujourd'hui, on arrive en colloque, on en a fait 30, 50, 80, etc. Et c'est vrai que la question de l'automatisation, pour moi, a été un gap que j'ai eu du mal à accepter. Et parfois même, je ne l'accepte pas. Je le fais parce que je me dis, ça va me faire gagner du temps. Mais pas forcément de la qualité. Voilà. Bah oui. Il fallait bien que je rebondisse sur ce qu'avait dit Laurent un peu avant.
Mais de fait, cette automatisation, alors elle a je dirais, l'intérêt d'objectiver ces indicateurs, comme on vient de dire. Ça, c'est vraiment un intérêt majeur. Mais du coup, cette automatisation, jusqu'où va-t-elle et jusqu'où on peut faire confiance quand on rentre en quelque sorte des données et ensuite qu'on en sort des données chiffrées telles que TROP ou Iramutech. Et ça, c'est une question que je me pose régulièrement sur ces indicateurs langagiers qui, du coup, jusqu'à présent, on en maîtrisait en quelque sorte le codage. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que non seulement on en maîtrise le codage, mais aussi la signification, l'utilisation. Et donc, on a peut-être un petit retour en arrière de ce côté-là. Voilà. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas voulu j'ai pas voulu insister sur cette dimension parce qu'elle m'interroge aussi beaucoup. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, et c'est un peu pour ça que j'ai posé la question, mais est-ce qu'on l'utilise pour décrire? Et si on utilise, effectivement, c'est vrai que quand on peut passer 20 entretiens à la machine et que ça nous prend 1 heure, disons, alors que voilà, on mettrait 40 heures à la main, c'est vrai que c'est la facilité. Mais finalement, et je veux dire, c'est une interrogation qui est un peu récurrente, est-ce que cette facilité nous fait pas perdre en qualité? Voilà. Je ne vais pas continuer dans la série des questions, mais... Une dernière question que je me suis posée très souvent. J'ai été surtout spectateur et puis j'ai été formé par Odile Aron. Et après, voilà, mon chemin a fait que le discours est devenu petit à petit et le langage un objet que je me suis approprié. C'est qu'en fait, la recherche, c'est aussi des paradigmes. C'est la question que tu poses, mais c'est aussi des communautés de chercheurs. Et la question que tu poses, finalement, c'est aussi la question de savoir comment on fait vivre, je vais mettre dans le on pour un début, on fait vivre cette communauté de recherche autour du langage en France, parce que si on regarde, on va revenir sur des histoires d'histoire de la psychologie sociale, c'est vrai que j'ai été nourri par Odile quand j'étais étudiant. Il y avait on pouvait lire dans la RIPS beaucoup d'études sur le contrat de communication, sur les analyses type APD et autres. Je mets au défi quiconque d'aller chercher dans la littérature actuelle, psychosociale, même de langue française, des études publiées. Et là, il y a une vraie question autour de comment on fait vivre un paradigme qui pourrait naître. Voilà. Donc il y a une autre question derrière sur la structuration et au-delà de Socolotte qui revient périodiquement, comment on arrive à refaire vivre, s'il n'est pas mort, comment on arrive à continuer à vivre et à relancer finalement un élan vital autour de ces questions-là. Il y a une vraie question sur la formation des jeunes, sur la visibilité de la psychologie sociale du langage en France, pour moi. Mais il ne faudrait pas qu'on termine sur cette question qui, effectivement, pourrait nous laisser un peu sur notre fin. Non, justement, c'est pas sur la fin. Oui, mais en fait, je n'ai pas dit comment je l'écrivais. Ah, ouais. Mais oui, non, mais c'est vraiment une question très importante. Hein. C'est une question fondamentale. Je veux dire, on se la pose en permanence. Et la question est comment on fait pour... Moi, ma réponse personnelle, c'est qu'il y a un déficit de théorisation lié au langage. C'est-à-dire que les psychologues sociaux actuellement font comme si le langage n'existait pas alors qu'il est structurant des études qu'ils mènent. Et si on veut que ce travail soit fait, c'est pas en termes de visibilité, d'ouvrage, c'est en réinterprétant, retravaillant les expériences ou la littérature psychosociale à partir de notre cadre de référence commun qui est celui-là, mais pas que. Voilà. Et c'est comme ça que ces chercheurs vont finir par s'y intéresser. La petite étude dont on parlait tout à l'heure, ça m'a donné la possibilité de parler à des collègues qui j'avais été collègue il y a 5 ans à Montpellier, qui connaissaient absolument pas ces travaux. Et quand j'ai sorti cet article, ils étaient spécialisés de la dissonance. Un était spécialisé de la dissonance cognitive, et il m'a dit « Ah oui, on peut voir les choses autrement. » Voilà. Ça a été la seule occasion en 5 ans où on a parlé vraiment recherche autour de la dissonance parce qu'il y avait un point de vue divergent qui naissait et qui suscitait l'intérêt. Je pense réellement que c'est comme ça qu'on pourrait, en partie, recréer un élan autour de
de la psychologie sociale du langage. C'est en allant chercher sur le terrain de la psychologie classique, la behavioriste, néo-behavioriste ou cognition sociale, appelons-la comme on veut, les explications qui sont données et en apportant d'autres. C'est une proposition, une opinion personnelle, mais c'est un constat aussi. Mais c'est aussi une invitation à remonter les manches et se mettre au travail. Mais ça, c'est positif. Donc, on pourrait terminer sur cette note On peut positive. terminer sur ça. En effet. Et se revoir demain matin. Merci pour cette intervention. Ok, merci. Et du coup, je voulais juste revenir sur l'intérêt vraiment de ce type de présentation, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir comment on fait vivre les théories en fait autour de l'analyse de contenu, de justement l'analyse propositionnelle du discours, etc. Et en fait, c'est vrai qu'avec l'automatisation qu'on va avoir avec Trop, et on se retrouve aussi dans les mêmes choses qu'on a sur les analyses statistiques, où on a des chercheurs qui vont faire des analyses inadaptées parce que p-hacking, parce qu'on ne sait pas, et parce que du coup, on fait ce qui a l'air ayant le plus de valeur scientifique. Et c'est vraiment intéressant de voir justement essayer de continuer à perdurer ce qu'il y a dessous, quoi, et pas juste ok, bon, je fais une retranscription, je réfléchis pas vraiment comment est-ce que je retranscris. Est-ce que je fais de la retranscription plus sociologique? Est-ce que je fais des choses plus sur l'hibiscus-io, je ne sais plus comment on appelle ça, où on va vraiment éviter les redondances, quelque chose comme ça. Est-ce que je vais ensuite repasser ma retranscription en modèle actantiel, où je vais prendre mes référents noyaux, etc., et ensuite les passer dans Trop ou pas? Et je pense que c'est plein de questions en fait qu'on ne se pose pas forcément quand on découvre juste les logiciels d'automatisation et qu'on va juste passer notre texte dans Trop et on va se dire ok, bon, ça c'est des résultats et maintenant je vais les exploiter et je ne me pose pas forcément de questions là-dessus, quoi. C'est juste, je trouve ça intéressant. Je trouvais que c'était bien de poser la question comme vous la posez. Surtout, vous êtes doctorant, donc il n'y a pas... Voilà. Donc, si cette question touche déjà les doctorants, ça veut dire qu'il y a... Ben voilà, il faut rester... Merci à tous et à toutes. Et puis, du coup, à demain matin.